à tous, bienvenue pour ce premier webinaire de la société Nanaba. Donc je me présente, je suis Barbara Lutz, directrice Product Manager de la société Nanaba. Je suis également professeure des écoles, enfin j'étais professeure des écoles avant d'intégrer la société Nanaba. Donc je vais vous présenter ce premier webinaire qui porte sur le thème de l'accompagnement à la scolarité des enfants. Et donc l'objectif, ce sera de vous donner des outils pour qu'il y ait un apprentissage beaucoup plus étendu à la maison. Voilà. Donc, en introduction, je vais vous présenter un petit peu le contexte actuel de la crise sanitaire, ce qui vous permettra justement de vous rendre compte des éventualités dans quel contexte va pouvoir se trouver votre enfant au courant de cette année scolaire. Puis, nous rentrerons vraiment dans le vif du sujet. J'aborderai avec vous des outils pour donner confiance en l'école à vos enfants, puisque c'est vraiment la clé de la réussite pour vos enfants, c'est qu'ils aient confiance en l'école. Puis, nous aborderons vraiment la partie apprentissage, donc comment vous pouvez justement aider vos enfants dans leurs apprentissages. Et puis pour finir, je vous donnerai quelques petits conseils pour développer l'autonomie chez vos enfants. Et puis, on fera une dernière partie dans laquelle je vous présenterai la société Nanaba pour vous expliquer un petit peu ce que peut vous apporter l'application Nanaba, notamment dans le développement de l'autonomie de vos enfants et dans l'accompagnement à la scolarité de vos enfants. Alors, tout d'abord, le contexte actuel sanitaire. Donc, dans la plupart des départements, nous sommes actuellement en niveau 2, c'est-à-dire que vos enfants ont cours en présentiel. Alors depuis le 4 octobre, certains départements sont passés en niveau 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de changements, ils ont toujours cours en présentiel, simplement certains enfants ont pu enlever leur masque à l'école, etc. Voilà. Mais ceci dit, en cas de Covid-19 dans une classe, notamment au primaire, la classe ferme. Donc ça veut dire que votre enfant peut être amené à suivre les cours à distance et donc à se retrouver pendant 7 jours à la maison. Au collège, c'est un petit peu différent. En cas de Covid-19, uniquement les cas contacts non vaccinés restent à domicile. Donc la personne évidemment qui a le Covid-19 doit rester isolée à la maison. En revanche, tous ses camarades qui sont vaccinés peuvent continuer à suivre les cours à distance. Alors pourquoi je vous parle de ça? Justement pour vous expliquer que votre enfant pourra être amené justement à avoir des cours en distanciel et tous les outils que je vais vous donner aujourd'hui, donc qui va justement vous aider à accompagner votre enfant dans leur scolarité, vous pouvez très bien les adapter dans le cadre d'un apprentissage à distance. Alors, donc la première chose qu'il va vraiment falloir réaliser de votre côté, et c'est la clé, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la réussite de votre enfant, c'est de donner confiance en l'école à vos enfants. Alors ça veut dire quoi, donner confiance en l'école à vos enfants? Ça veut dire que vous, en tant que parent, vous devez véhiculer une image positive de l'école. Alors je sais, en tant que parent, vous n'avez peut-être pas une super bonne expérience de l'école, vous avez peut-être été amené à rencontrer des difficultés au sein de l'école, vous pensez peut-être des choses négatives de l'école, mais gardez-les pour vous. Ne pas les diffuser, ne pas les divulguer à vos enfants, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est lui faire perdre confiance en l'école. Donc véhiculer cette image positive. Alors comment faire? Tout simplement, vous pouvez, en tant que parent, créer un partenariat avec l'école. Alors ça veut dire quoi, créer un partenariat avec l'école? Ça veut dire vous investir dans la vie de l'école. Ça passe par la participation aux réunions de parents-professeurs. Ça passe par l'utilisation de l'espace numérique de travail pour communiquer avec les professeurs. Au primaire, c'est plutôt par des cahiers de liaison pour justement communiquer avec les professeurs. Ça passe par un engagement, par exemple, dans les associations de parents d'élèves. Ça peut aussi tout simplement participer à la vie de l'école en discutant avec votre enfant sur le déroulé de sa journée, sur quelles activités il a pu faire au sein de sa journée. Voilà, vous réservez un petit temps le soir,
tranquillement à table, en discutant avec votre enfant, lui poser des questions sur qu'est-ce qu'il a fait dans la journée, quel est son ressenti, comment il se sent à l'école. Voilà, vraiment porter de l'intérêt pour l'école afin de donner cette confiance à votre enfant. Donc une fois que vous avez pu donner votre confiance, la confiance en l'école à vos enfants, vous allez vraiment pouvoir appuyer votre soutien dans leurs apprentissages à proprement dit. Alors là, je vais vraiment distinguer primaire et collège. Alors au primaire, votre enfant, selon le niveau, il va falloir aussi adapter votre comportement et votre soutien ne sera pas tout à fait le même que ce soit pour les premières classes ou pour les classes plus avancées dans l'école élémentaire. Alors, tout d'abord, pour aider vos enfants au mieux dans leurs apprentissages, il va falloir que vous vous adaptiez au rythme de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire s'adapter au rythme de l'enfant? Le soir, votre enfant, il va rentrer de l'école. Il aura passé 6 heures assis sur une chaise. Bon, même s'il y a quelques pauses pendant la classe, mais vous, c'est pareil, quand vous êtes au travail, vous n'allez pas rester 6 heures assis sur votre chaise. Vous êtes beaucoup plus libre. Les enfants, eux, sont obligés de rester assis constamment toute la journée. Donc, ils rentrent, ils n'ont pas forcément envie de se mettre tout de suite au travail. Donc, laissez un temps de pause à votre enfant, un petit sas, un petit moment de décompression entre le moment où il est rentré de l'école et le moment où il va se remettre au travail. Donc ce que je préconise, c'est entre une demi-heure et 3/4 d'heure de temps de décompression entre le moment de l'école et le moment où l'enfant va se mettre à faire ses devoirs. Autre chose qui est très important, votre enfant, il va devoir avoir un lieu dédié pour son travail. Ça veut dire ne pas faire ses devoirs dans le bruit, ne pas faire ses devoirs devant la télé, ne pas faire ses devoirs pendant que le petit frère ou la petite sœur est en train de jouer ou peu importe, est en train de vaquer à ses occupations à côté de celui qui est en train de faire ses devoirs. Donc vraiment dédier un lieu adéquat, au calme et confortable pour que votre enfant puisse se sentir à l'aise et puisse être disponible à 100%. Donc une fois que vous avez réuni ces conditions, la chose qui est extrêmement importante aussi, c'est que vous soyez disponible en tant que parent. Ça veut dire que le temps consacré aux devoirs, ben vous allez pleinement le consacrer à votre enfant. Ça veut dire ne pas faire à manger pendant que votre enfant est en train de faire ses devoirs, ne pas préparer les affaires pour le lendemain pendant que votre enfant est en train de faire ses devoirs. Donc vraiment être disponible à 100% pour lui. Alors, en termes de temps de travail, je pense qu'il faut préconiser maximum 20 minutes pour les enfants qui sont dans des niveaux plus faibles, CP, CE1. À partir du CM1, CM2, on peut augmenter un petit peu cette durée et aller jusqu'à 30 minutes de travail le soir après la classe. Au-delà, ce ne sera plus du tout efficace. Donc une fois que vous avez tout cela en tête, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. L'accompagnement, qu'est-ce que ça veut dire dans la scolarité? Ça veut dire, accompagnement, ça ne veut pas dire faire les devoirs à la place de son enfant. Ça ne sera pas lui rendre service de faire les devoirs à sa place. En revanche, votre rôle à vous, c'est de lui donner tous les outils, toutes les méthodologies nécessaires pour que votre enfant puisse réussir et développer son autonomie. Donc là, je vais distinguer vraiment les classes, classe par classe, puisque évidemment, en CP, on ne va pas demander la même chose à un enfant de CP qu'un enfant de CE2 ou de CM1 ou de CM2. Donc au CP, c'est un petit peu particulier, puisque c'est vraiment une année charnière où les enfants vont rentrer dans l'apprentissage de la lecture. Et là, malheureusement, l'adulte est indispensable. Vous n'allez pas pouvoir demander à votre enfant de CP, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas encore écrire, de faire ses devoirs tout seul ou de faire son travail tout seul. Donc, vous allez devoir être présent 100% du temps avec votre enfant de CP. Pour le CE1, l'enfant a acquis déjà les bases de la lecture et de l'écriture. Et là, vous allez pouvoir donc
le laisser un petit peu plus en autonomie. Mais par contre, votre objectif à vous, ce sera de lui apprendre à apprendre. Voilà. C'est à partir de C1 qu'on va poser les bases qui va servir tout au long de la scolarité. Et à partir du CE2, CM1, c'est là qu'on va développer davantage l'autonomie. Donc une fois que l'enfant aura acquis les bases en termes d'apprentissage, qu'il aura compris ses méthodes de travail, ses méthodes d'apprentissage, on pourra petit à petit développer l'autonomie. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Apprendre à apprendre aux enfants. À partir du CE1, votre enfant va rentrer le soir, il aura certainement des leçons à apprendre, des poésies à apprendre, quelques mots à apprendre pour les dicter, peut-être parfois quelques exercices à faire. Donc vous, votre rôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de faire à la place de votre enfant, mais c'est de lui montrer comment faire, comment apprendre à apprendre. Alors, par exemple, pour une leçon, vous allez donc vous poser calmement dans votre petit coin dédié avec votre enfant et vous allez lui dire, voilà, donc là tu as cette leçon à apprendre, tu vas lire la leçon à voix haute. Et une fois que l'enfant a bien lu lui-même la leçon, vous allez lui demander de reformuler. Reformuler avec ses propres mots ce qu'il a compris de la leçon. C'est la meilleure façon pour vous de valider, de vérifier que votre enfant a bien acquis les notions. Donc une fois que l'enfant a validé avec ses propres mots, il va peut-être oublier certaines notions de la leçon. Vous allez lui poser des questions sur les points saillants de la leçon qui apparaissent souvent en rouge ou en souligné. Voilà, les maîtresses font très bien ce genre de choses. Elles mettent en avant en fait les mots-clés à connaître. Et donc vous allez lui poser des questions sur ces points clés qu'il va devoir donc acquérir afin qu'elles soient bien ancrées dans son cerveau. Et une fois que ces questions ont été posées, ben, a priori, l'enfant aura acquis en fait les notions clés de la leçon. Donc ça, c'est pour la partie leçon. Pour la partie exercice, c'est un petit peu différent, même si on procède un petit peu de la même façon. Là, vous allez donc lui laisser lire la consigne de la question, de l'exercice, pardon. Vous allez lui demander de reformuler la consigne, encore une fois avec ses propres mots pour valider la compréhension. Vous allez peut-être faire un petit exemple avec lui. Et une fois que vous avez validé la compréhension, vous allez le laisser travailler seul pendant 5 minutes, maximum 10 minutes, pour qu'il puisse justement terminer son exercice. Alors pourquoi le laisser travailler seul? Parce que en tant qu'enfant, on a énormément de la peur du jugement, et d'autant plus quand ça vient des parents. Un parent qui est constamment à côté de son enfant, en train de regarder ce qu'il fait, ça va forcément créer du stress et une pression supplémentaire sur l'enfant. Donc laissez-le travailler. Mettez-vous légèrement en retrait, tout en ayant un œil sur lui pour vérifier que tout se passe bien. Et une fois qu'il a terminé son exercice, vous revenez vers lui, vous relisez l'exercice avec lui et vous essayez de l'aiguiller s'il a fait des erreurs sur les erreurs qu'il a faites. Alors, quand je dis aiguiller les erreurs, ça ne veut pas dire donner la solution à son erreur. Ça veut dire, voilà, regarde ici, tu t'es trompé, est-ce que tu peux essayer de te corriger tout seul? Est-ce que tu peux essayer de trouver la solution, peut-être dans ta leçon, aller chercher la solution dans ta leçon ou dans un dictionnaire? Voilà, lui donner des outils pour que de lui-même, il va pouvoir trouver la solution à son erreur, à ses difficultés. Et une fois que... Alors, si l'enfant trouve, c'est très bien, parfait. Par contre, s'il ne trouve pas, ne pas le laisser dans une situation d'échec, mais l'aider justement à trouver cette solution, lui donner davantage d'indices pour qu'au final, la solution vienne quand même de lui, mais qu'il ne se sente pas dans une situation d'échec. Donc ça, c'est pour la partie apprendre à apprendre, au primaire. Au collège, une fois qu'on a bien acquis les bases du primaire qu'on vient de voir, on va axer l'accompagnement sur l'autonomie. Donc, en termes de mise en place, c'est la même chose qu'au primaire. Le lieu doit être adéquat au calme et confortable. Donc, au collège, je préconiserais peut-être davantage un bureau dans la chambre pour que l'enfant puisse vraiment se sentir, avoir son espace dédié dans un lieu vraiment dédié à l'enfant.
Et l'objectif, donc, une fois que vous avez réuni les conditions, c'est d'expliquer à vos enfants que l'intérêt de devenir autonome. Parce que vous, en tant que parent, vous n'allez peut-être pas pouvoir continuer à aider vos enfants en termes d'apprentissage selon votre parcours scolaire. Il y a certainement des choses que vous n'allez plus pouvoir, sur lesquelles vous n'allez plus pouvoir aider votre enfant. Et donc l'intérêt, vous, en tant que parent, c'est de pouvoir développer au maximum l'autonomie de votre enfant pour justement l'accompagner dans sa réussite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire développer l'autonomie au collège? Développer l'autonomie au collège, c'est synonyme d'anticipation et de planification. Alors, un enfant qui va rentrer en collège, surtout en sixième, il va avoir beaucoup plus de devoirs par rapport au primaire. Il va avoir des professeurs différents, des matières différentes qui ne vont pas forcément se consulter entre eux. Et donc, forcément, beaucoup de devoirs et pas forcément échelonnés de façon très homogène dans le temps. Donc, votre objectif à vous, ce sera d'aider votre enfant à organiser son travail sur la durée avec un planning. Donc, quand je dis planning, ça va être différent de l'agenda. Donc, il va avoir son agenda où il va inscrire ses devoirs tout au long de la semaine. Chaque jour, il va avoir des devoirs supplémentaires. Mais le planning, c'est encore différent. Le planning, c'est un outil qui va pouvoir permettre à votre enfant d'échelonner tout le travail sur une durée plus ou moins importante. Donc, par exemple, je prends un exemple, votre enfant, il va avoir un examen, le professeur de français va donner un contrôle à votre enfant pour dans 2 semaines. Donc, au lieu de préparer cet examen, ce contrôle la veille de l'examen, vous allez dire à votre enfant, bah voilà, écoute, tu as 2 semaines pour réviser, donc tu vas chaque jour mettre peut-être 20 minutes dans ton planning pour réviser tes leçons qui porteront sur ce contrôle, pour justement éviter que tu aies à tout revoir la veille du contrôle. Et en termes de mémorisation, ça va être beaucoup plus efficace que si votre enfant s'y met que la veille. Donc, votre rôle à vous, ce sera donc d'accompagner votre enfant dans cette organisation au quotidien. En termes de temps consacré aux devoirs, au collège, il y a entre 4 et 5 heures par semaine de temps de travail. Alors, on va essayer d'échelonner donc ce temps sur la semaine, éviter d'avoir des questions éviter d'avoir des temps trop longs pendant la semaine, donc peut-être maximum 3/4 d'heure en semaine, et par contre avoir des temps un peu plus importants le week-end ou le mercredi après-midi pour justement réviser des points plus importants pour un contrôle par exemple. Vous allez également pouvoir aider les enfants à comprendre leur méthode de travail. Donc, quand je dis méthode de travail, un enfant, il va, chaque enfant va avoir une méthode de travail différente, une méthode de mémorisation différente, une méthode d'apprentissage différente. Il y en a qui vont avoir plus de facilité à apprendre une leçon de façon visuelle, en visualisant par exemple une leçon, une carte mentale ou des flashcards, tandis que d'autres vont avoir une mémoire plus auditive et du coup ils vont vouloir peut-être s'enregistrer ou faire enregistrer une autre personne et l'écouter, etc. Donc c'est à vous de faire comprendre à votre enfant leur méthode de travail. Et aussi, du coup, les outils associés à cette méthodologie de travail. Donc, vous allez par exemple leur dire donc déjà le planning, pardon, leur proposer d'utiliser ce planning et de l'afficher dans son espace de travail, ou bien peut-être des affichages, ou bien des cartes mentales qu'il va pouvoir afficher aussi sur son espace de travail, ou bien des fiches de synthèse de cours, etc. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque enfant, mais votre rôle à vous, c'est de lui donner tous ces outils disponibles pour que lui puisse faire son choix. Et enfin, dernière chose qui est importante aussi, c'est votre enfant doit pouvoir travailler dans un espace de travail organisé pour que
son cerveau soit organisé, il faut que son entourage soit organisé. Donc là, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser peut-être des petits meubles de rangement qui lui permettent d'organiser son travail par matière, ou bien des petites bannettes, ou bien des petites pochettes, peu importe, mais vraiment que ce soit clair dans sa tête, qu'il sache où retrouver les éléments de façon rapide et efficace. Alors, juste un petit point, j'ai complètement oublié de vous dire au début de ce webinaire, vous pouvez tout à fait poser les questions tout au long du webinaire et on y répondra pardon, à la fin du webinaire pendant un temps de questions-réponses. Donc, j'ai complètement oublié de vous dire, non, posez vos questions, il n'y a aucun problème. Alors, donc pour la suite de ce webinaire, nous allons... Alors oui, excusez-moi. Donc là, je sens que parmi les questions qui vont être posées, il y a forcément des parents qui vont me dire, oui, mais moi, je ne suis pas disponible, je n'ai pas assez de temps pour aider mes enfants le soir, ou bien tout simplement, je n'ai pas les capacités pour aider mon enfant, je ne parle pas bien le français. Voilà, toutes ces choses peuvent bien évidemment arriver. Donc moi, ce que je vous recommande, donc selon le cas de figure dans lequel vous vous trouvez, c'est de vous faire aider par une association ou bien par la mairie, par les partenaires locaux. Toutes les communes proposent, alors que ce soit dans le cadre scolaire, le soir après l'école, de l'aide ou du soutien scolaire, qui sont souvent réalisés par des professeurs des écoles d'ailleurs, donc de l'aide aux devoirs à la suite de l'école ou bien des associations qui proposent de l'aide aux devoirs avec des bénévoles, justement, qui se proposent pour aider les enfants en difficulté. Si votre enfant est au collège, là, il y a un dispositif qui a été développé par le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale. Le dispositif s'appelle Devoir fait. Donc c'est pour le collège, c'est vraiment un temps dédié hors temps scolaire pour accompagner vos enfants dans la réalisation de leurs devoirs, mais aussi pour développer toutes les méthodologies, tous les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont des choses qui vont être abordées justement pendant ce temps de devoir fait. Et aussi, ils vont permettre à vos enfants d'acquérir de développer l'autonomie, d'acquérir justement des outils pour devenir autonomes. Si c'est vraiment un manque de temps de votre part et que vous n'avez pas le temps le soir de vous consacrer à votre enfant, essayez peut-être du coup de prévoir un créneau le week-end ou sur des temps où vous êtes un petit peu plus disponible pour au moins montrer l'intérêt que vous avez pour l'école à votre enfant, pour qu'il se sente un petit peu accompagné. Voilà, si ce n'est que de revoir les cahiers le week-end, essayez d'échanger un petit peu avec votre enfant sur ce qu'il a fait la semaine. Et à côté de ça, donc vous faire aider par un autre dispositif. Voilà, donc dernier point que je souhaitais aborder avec vous, c'est le développement de l'autonomie chez vos enfants. Alors, travailler l'autonomie, ça ne veut pas dire faire à la place de votre enfant ou ça ne veut pas dire laisser les enfants se débrouiller tout seuls. Travailler l'autonomie, c'est donner tous les outils, toutes les connaissances, tous les savoir-faire qui vont leur permettre de travailler seuls. Donc on en a déjà vu on a déjà vu certains points dans la partie précédente, notamment dans l'accompagnement dans les apprentissages de votre enfant. Là, on va développer des points qui sont un peu plus généraux dans la vie quotidienne, qui vont justement donner des automatismes à votre enfant pour que ça puisse justement aussi développer l'autonomie dans le cadre scolaire. Donc, quels sont ces points? Ça passe par donner des responsabilités à votre enfant et laisser votre enfant prendre des initiatives. Un enfant qui va pouvoir euh, euh, faire des choses par lui-même, qui va pouvoir prendre des initiatives par lui-même, va forcément gagner en confiance et du coup, ça va forcément lui faire développer son autonomie. Autre point important, c'est laisser le droit à l'erreur. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, un enfant qui se sent constamment observé, qui se sent jugé, avec un parent qui est tout le temps sur son dos, il va avoir une sorte de pression supplémentaire, de stress supplémentaire. Il va avoir peur de se tromper, il va avoir la peur du jugement.
Et vous, en tant que votre parent, donc ce qui est tout à fait naturel, on est tous passés par là. Par contre, vous, en tant que parent, votre rôle, c'est justement de l'accompagner, de le valoriser, de lui montrer qu'il a tout à fait le droit de se tromper. On apprend justement en se trompant. On est tous passés par là. Je prends l'exemple de l'apprentissage du vélo. C'est en tombant, c'est en perdant l'équilibre qu'on a compris comment justement il fallait garder son équilibre. Et c'est justement en faisant des erreurs, en tombant, qu'on a réussi à faire du vélo. Donc c'est la même chose pour tout, dans tous les domaines. Laissez le droit à l'erreur à votre enfant pour qu'il puisse se tromper et apprendre en se trompant. Et valoriser du coup, encourager ses efforts, ses progrès. Donc même si il va pas acquérir une notion du premier coup, même s'il va lui falloir plus de temps pour acquérir une notion, pour acquérir des compétences, il faut toujours encourager et valoriser ses efforts. Par exemple, un enfant va rentrer, vous allez lui faire apprendre une leçon. Et au bout du compte, au bout des 20 minutes, 30 minutes, vous vous rendez compte qu'il y a encore des notions qu'il n'a pas acquises. Ne vous acharnez pas. En revanche, vous allez quand même valoriser. Ne pas le laisser dans cette situation d'échec. Vous allez dire, très bien, tu n'as pas tout compris, ce n'est pas grave. On y reviendra dessus un petit peu plus tard. Par contre, là, tu as déjà fait beaucoup d'efforts, tu as déjà fait beaucoup de progrès, tu as acquis telle et telle notion, tu as encore une marge de progression, mais on y reviendra plus tard. Voilà, laissez toujours avoir toujours ce côté positif pour que votre enfant se sente valorisé et qu'il reste justement dans cette dynamique de progrès. En tant que parent, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant. Il va donc falloir que vous vous adaptiez aussi au niveau de votre enfant. Ne pas lui en demander trop. Voilà, essayez de faire en sorte que les choses que vous allez lui demander correspondent à son niveau. Et du coup, échelonner son travail aussi en fonction de ce niveau et en fonction de ses capacités d'acquisition des notions. Autre chose qui est extrêmement important, c'est laisser l'enfant faire des choix. Alors, je vous donne un exemple tout bête. Votre enfant, il rentre de l'école, donc il fait sa petite pause de décompression. Et au moment de se remettre au travail, il a plusieurs leçons à réviser, une poésie à réviser, une leçon de maths à réviser. Et vous lui imposez, allez, on va commencer par la poésie parce que la poésie c'est plus dur, donc on va commencer par ça. Non, ça ne marchera pas. Laissez votre enfant choisir par quoi il a envie de commencer. Le fait de choisir à sa place, vous allez rentrer dans une situation de cercle vicieux, il va se braquer, il va s'énerver, il va pas vouloir, vous allez vous-même vous énerver, etc. Et c'est perdu d'avance. Donc, à partir du moment où vous lui laissez le choix, il va lui-même rentrer dans les apprentissages de façon tout à fait naturelle et de façon beaucoup plus détendue. Donc ça, c'est vraiment un point très important. J'ai moi-même fait l'erreur en tant que maman, et même si si j'étais professeure des écoles. Donc laissez vraiment le choix à vos enfants. Et surtout, gardez votre calme. Alors, au bout de, je vous ai dit tout à l'heure, 20 minutes, une demi-heure, un enfant va perdre patience. Il va se fatiguer, son attention va diminuer. Il ne va peut-être pas avoir acquis toutes les notions. Gardez votre calme. Surtout, ne rentrez pas dans ce cercle vicieux de je m'énerve, tu t'énerves, on s'engueule, on ne va pas y arriver. Donc, gardez votre calme, essayez de rester serein, toujours mettre en valeur, comme je disais tout à l'heure, ses efforts, ses progrès, lui dire qu'il a le droit de se tromper, que ce n'est pas grave, et quitte à revoir plus tard si vraiment vous voyez que l'attention de votre enfant n'est plus au rendez-vous. Essayez de revoir ces notions un petit peu plus tard, peut-être dans la soirée ou bien sur la semaine. Parce que l'objectif principal des apprentissages, de l'accompagnement de la scolarité de votre enfant, c'est de développer la confiance en soi de vos enfants. À partir du moment où vos enfants ont confiance en eux,
ont confiance en leurs capacités, ont confiance en vous, 90% du travail sera déjà fait. Les 10% restants, ce sera évidemment votre enfant, à lui de faire des efforts, à lui de se motiver, mais les 90%, c'est votre travail à vous, c'est de lui donner confiance. Parce que l'objectif aussi, c'est que vos enfants prennent du plaisir à apprendre. Donc voilà pour la partie développement de l'autonomie. Donc je voulais voir une dernière chose avec vous dans ce webinaire, c'est justement comment Nanaba peut vous aider dans le développement de l'autonomie et dans l'accompagnement à la scolarité de vos enfants. Alors Nanaba, c'est quoi? Nanaba, c'est une application qui est sortie, donc qui est toute récente, qui est sortie au mois de juin de cette année, qui est une application donc hybride entre le contrôle parental et le soutien scolaire, qui a pour but de bloquer les applications de vos enfants en échange de la réalisation d'un quiz. Donc, quiz qui ont été complètement réalisés par des professeurs de l'éducation nationale, donc qui sont en complète adéquation avec les programmes scolaires de l'éducation nationale, et qui donc va permettre aux parents de les déculpabiliser par rapport à l'utilisation des écrans de leurs enfants. Donc, c'est en quelque sorte une utilisation intelligente des écrans de la part de votre enfant. Alors, l'avantage en fait du soutien scolaire via l'application Nanaba, c'est que l'apport du numérique aujourd'hui est très important dans l'engagement des enfants. Aujourd'hui, nos enfants sont connectés. Voilà. Ils sont connectés à tout. Et le fait de pouvoir réaliser des quiz avec une application de façon numérique, ça va forcément accentuer l'engagement et la motivation de vos enfants. L'autre intérêt, et on en a parlé justement dans le webinaire, c'est le droit à l'erreur. Un enfant qui va être face à un ordinateur, face à une application, il ne va pas du tout avoir ce sentiment de jugement extérieur, puisqu'il est face à un écran, il est face à un ordinateur, personne ne va le juger, il va pouvoir se tromper sans que personne réellement ne le voit se tromper. Donc il va y avoir cette déculpabilisation aussi vis-à-vis des enfants face à l'utilisation de l'application pour le soutien scolaire. L'autre chose qui est également importante dans l'utilisation de Nanaba, c'est que l'application a été développée de façon à ce que la mémorisation des notions soit efficace dans le temps. Puisqu'elle a été basée sur la répétition espacée. Alors c'est un sujet, un thème de webinaire que nous allons voir très prochainement. C'est le thème de mon prochain webinaire, la mémorisation et notamment la répétition espacée. Et je vous expliquerai donc en détail l'intérêt d'utiliser justement la répétition dans le temps pour ancrer les notions dans la mémoire des enfants. Donc, comment ça se passe concrètement dans l'application? Vous allez pouvoir choisir la matière de votre enfant, les modules spécifiques à cette matière. Et donc, votre enfant va se connecter à son application préférée. Et au moment où il se connecte, il va y avoir un quiz qui va apparaître. L'enfant va devoir répondre à ce quiz. Et à l'issue de la réalisation de ce quiz, il va pouvoir débloquer son application préférée. Et donc, les questions auxquelles il a échoué vont pouvoir réapparaître de façon plus courte dans le temps, de façon espacée mais plus courte dans le temps, pour que justement elles apparaissent le plus souvent possible, pour qu'elles soient ancrées dans le cerveau de vos enfants. Et puis, pour finir, en termes d'autonomie, qu'est-ce que peut apporter l'application? Alors, l'application, elle propose des quiz autocorrectifs. Donc, un enfant, dès le CP, peut réaliser, à partir du moment où il sait lire, il peut réaliser les quiz de façon tout à fait autonome, puisque il y a un retour, un feedback instantané. Dès qu'il va répondre à la question, il va avoir la réponse correcte qui va s'afficher, et qui va donc lui permettre de voir s'il s'est trompé ou pas. Et c'est une façon également pour justement faire ancrer cette notion de façon beaucoup plus efficace dans la mémoire de votre enfant.
Et vous, en tant que parent, vous allez donc pouvoir suivre toute l'évolution des apprentissages de vos enfants via l'application, puisque vous allez pouvoir avoir un retour sur le nombre de quiz qu'il a réalisé, ses erreurs, ses échecs, etc. Donc voilà pour, pour la présentation de la société Nanaba. Vous pouvez télécharger l'application sur le Google Play ou l'App Store, ou bien sur vous pouvez également aller visiter notre site internet nanaba.shop, sur lequel vous allez avoir beaucoup plus d'informations concernant notre application Nanaba. Donc merci pour ce webinaire. Alors je vais consacrer un petit temps justement aux questions que vous m'avez posées. Donc je vais regarder sur le chat les questions qui ont été posées. Alors, Cédric a demandé: Bonjour, mon enfant rentre tard le soir, faut-il tout de suite faire les devoirs? Alors c'est ce que je disais justement pendant le webinaire. Même s'il rentre tard, même s'il rentre à 18h30, 19h, je recommande quand même de laisser un petit temps de décompression, ne serait-ce que pour voilà, peut-être manger un petit bout, voilà, vraiment avoir ce temps de pause pour ne pas justement confronter directement votre enfant à nouveau demander trop d'attention de nouveau à votre enfant tout de suite après sa rentrée de l'école. Voilà. Autre question. Alors, Charlotte disait que 20 minutes ne suffisent pas. Elle a souvent besoin de plus de 45 minutes pour faire ses devoirs. Alors, Charlotte, tout dépend. Donc, comme vous l'avez vu, donc 20 minutes, j'imagine que votre enfant doit être entre le CP et le CE2. Alors, 45 minutes, c'est beaucoup trop long pour un enfant de cet âge-là. Je vous recommande vraiment de rester sur une moyenne de 20-30 minutes. Si votre enfant a des difficultés, c'est ce que je disais tout à l'heure, essayez peut-être de revoir sur un autre temps de la semaine les notions qu'il n'a pas acquises. Parce qu'au bout de 20-30 minutes, votre enfant ne va plus du tout être disponible. Son attention, elle ne va plus être du tout à son apogée. Donc, votre enfant va vraiment, vraiment avoir des difficultés, va perdre patience et ça n'a aucun intérêt de lui faire continuer à travailler puisqu'il n'y a plus rien qui va rentrer de toute manière dans son cerveau. Autre question d'Amandine. Alors, ma fille pleure pour faire ses devoirs. Les devoirs sont très souvent un moment de conflit. Oui, alors Amandine, je pense que beaucoup de parents vont se reconnaître dans cette question. Effectivement, le temps des devoirs donc, est souvent une source de conflit. Donc, c'était l'objectif de ce webinaire, justement, c'était de vous donner des outils pour essayer de faire en sorte que ce soit plus détendu à la maison pour la réalisation des devoirs. Donc, j'espère avoir répondu à votre question tout au long du webinaire. Ce que je peux vraiment vous dire, la chose à retenir pour cette question en particulier, c'est que la plupart des enfants qui pleurent pour faire les devoirs, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur de décevoir. Ils ont la peur du jugement. Ils ont la peur de se tromper, tout simplement. Donc à partir du moment où vous allez lui redonner confiance, lui dire que justement il a le droit de se tromper, que c'est comme ça que l'on apprend et que vous allez valoriser, même si ce n'est pas forcément des choses très importantes, mais le valoriser, l'encourager, ce sera déjà une grande chose de gagner pour vous. Voilà, j'espère vous avoir aidé à ce sujet-là. Alors autre question, c'est bien, il y a pas mal de questions. Alors, on rentre tard le soir. Alors, c'est Amandine encore? Oui, Amandine qui me dit: On rentre tard le soir du travail, je n'ai pas le temps de l'aider. Oui, alors c'est ce que je disais aussi, Amandine, tout à l'heure, et essayez peut-être du coup, de vous faire aider par peut-être dans votre école, il y a l'aide aux devoirs ou bien des associations bénévoles qui vous permettent justement d'aider vos devoirs vos enfants pardon, sur les devoirs après l'école et vous revenir dessus sur le week-end pour justement accompagner, montrer votre intérêt pour, la scolarité de votre enfant.
Alors, une autre question également, Charlotte qui me dit, ma fille a des difficultés pour mémoriser ses leçons. Quelle est la meilleure méthode? Alors, Charlotte, comme je le disais au cours de ce webinaire, il y a différentes méthodes d'apprentissage en termes de mémorisation. C'est donc l'utilisation de cartes flash, de cartes mentales, de fiches synthèse de cours, ou bien aussi des moyens donc ça c'est plutôt les moyens visuels, mais après vous avez aussi, si votre enfant a plus de facilité avec une mémoire plus auditive, utiliser du coup des enregistrements ou qu'elle s'enregistre et qu'elle s'écoute plusieurs fois par la suite. Voilà. Ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous dire quelle est la meilleure méthode puisqu'il n'y a pas de meilleure méthode. C'est vraiment propre à chaque enfant. Donc, c'est à vous de lui donner les outils nécessaires et à lui, justement, de vous dire qu'est-ce qui fonctionne le mieux euh, pour lui tout simplement. Voilà. Encore une question, Cédric, cette fois-ci, qui me dit, mon enfant a de grosses difficultés d'apprentissage, je n'arrive plus à aller dans son travail. Alors, Cédric, si après avoir vu ce webinaire, vous avez mis en place tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, si vous voyez que c'est vraiment pas une question de méthodologie, une question d'autonomie, mais vraiment une question de trouble peut-être qui est lié à votre enfant, ce que je vous conseille très fortement, c'est déjà de prendre rendez-vous avec le professeur ou la professeure de votre enfant, d'en discuter avec cette personne pour justement échanger par rapport à la vision que peut avoir le professeur par rapport à votre enfant et vous, votre ressenti, et peut-être mettre en place ensemble des moyens pour vous faire aider par des professionnels. Donc sachez que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les enfants, notamment des enfants qui ont des troubles spécifiques de l'apprentissage. Et la première chose à faire, c'est de justement faire des bilans. Donc peut-être aller voir un orthophoniste, faire un bilan psychomoteur, faire un bilan pédopsie. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être mises en place actuellement. Mais avant tout, en discuter avec le professeur ou la professeure de votre enfant. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Vous faire aider par des professionnels. Alors, Amandine qui me dit Elisa, donc j'imagine que c'est votre fille, n'est pas du tout autonome ni responsable, elle ne s'implique pas dans les tâches quotidiennes. Alors, donc là, c'est pour la partie autonomie, développement de l'autonomie. Alors, effectivement, il y a des enfants qui vont peut-être plus rechigner que d'autres pour bon, bah, devenir plus responsable, devenir plus autonome, participer à la vie quotidienne et aux tâches quotidiennes de la maison. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est ne jamais faire à la place de votre enfant. Vraiment mettre votre enfant, le rendre responsable de ses actes, le mettre face à ses responsabilités. Donc, un exemple tout bête, sa chambre n'est pas rangée, ben ne la rangez pas à sa place. Tant pis pour lui, tant pis pour elle. Il doit assumer ses actes et être responsable de son lieu de vie, de son lieu voilà, de son espace personnel. Donc, ça ne lui rendra pas du tout service de le ranger à sa place. Voilà, c'est un exemple. C'est vraiment essayer au maximum de responsabiliser vos enfants, de leur faire comprendre aussi l'intérêt que cela a pour eux de devenir autonomes, que ce soit dans la vie quotidienne, mais aussi justement ce que ça peut leur apporter au niveau de leur scolarité. Donc, leur mettre des ultimatums, peut-être leur dire, ben écoute, si tu ne fais pas ça, ben tu n'auras pas ça. Voilà, c'est donnant-donnant. Mais ne surtout pas lâcher, ne pas faire à leur place. Voilà. Donc, je pense que avoir répondu à toutes les questions,
Oui, je pense avoir fait le tour des questions. Alors, je voulais juste faire un dernier point. Donc, sur notre site Nanaba Shop, nanana-shop, pardon, nous avons plein d'articles de blog qui peuvent justement vous accompagner aussi tout au long de l'année concernant la scolarité de votre enfant. Et on traite en fait de plein de sujets sur le thème de l'actualité et notamment de l'éducation. Donc les derniers sujets qui ont été abordés, pardon, ce sont des sujets sur la répétition espacée. Donc un article, je vais moi-même en faire un webinaire, donc ce sera le thème de notre prochain webinaire. Sur les méthodes de mémorisation, l'aide aux devoirs façon Nanaba, justement, et aussi un article sur l'éducation positive. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site, sur notre blog, pour justement vous faire aider et nous suivre tout au long de l'année. Voilà, je vous remercie vraiment pour d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous avoir aidé, vous avoir donné des outils pour accompagner au mieux vos enfants tout au long de leur scolarité. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui portera donc sur la mémorisation et la répétition espacée. Je vous remercie. Au revoir.